Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce deuxième cycle parentalité. Nous avons accueilli la dernière fois où nous avons posé le sujet de qu'est-ce qu'être parent en 2021 au regard des évolutions sociétales et des nouvelles et des parents et des modèles familiaux. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la précarité pour comprendre comment ce facteur de vulnérabilité vient impacter les fonctions parentales et nous allons vous présenter différents dispositifs d'accompagnement à la parentalité. En effet, il est important de rappeler que la précarité affecte directement la capacité à exercer sa parentalité. Les difficultés économiques auxquelles sont confrontées les familles ne leur permettent pas d'accorder le confort matériel et le temps nécessaire à leur enfant, et il entrave très involontairement leur capacité des parents à offrir une relation sécurisante, étant eux-mêmes dans une relation insécurisée. À cela vient s'ajouter le stress généré par cette situation de précarité. Les familles pauvres sont plus exposées à des risques de déficit dans la parentalité, qui se traduisent par un recours plus fréquent à l'expression d'émotions négatives comme la tristesse, la colère, et à moins de réactivité maternelle dans les soins donnés à leur enfant, que ce soit moins de sourires ou d'échanges par exemple. On sait aussi que le mal logement a également un impact très direct sur la détérioration des liens familiaux. Alors, petit rappel, aujourd'hui, un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté en France, qui représente environ 3 millions d'enfants en situation de pauvreté. Ce taux de pauvreté des enfants est de 20%, ce qui est nettement supérieur à celui de l'ensemble de la population. Une étude récente de l'INSEE, publiée en 2018, nous montre que les moins de 3 ans et les 15-18 ans sont les plus touchés par la pauvreté. Malgré les politiques publiques déployées depuis plusieurs années, en particulier par la stratégie de lutte contre la pauvreté qui a fait le choix de travailler sur cette question des enfants, puisqu'il nous faut plus de 6 générations pour briser ce cercle de la pauvreté, ce chiffre n'a pas baissé depuis plus de 10 ans. Et compte tenu de la crise sanitaire, ces situations risquent de s'aggraver et de nouvelles familles risquent de basculer dans la précarité. Il est donc indispensable de tenir compte de ce facteur de vulnérabilité dans le cadre des accompagnements que l'on propose. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Gaëlle Guernelec-Lévy, fondatrice de l'association Papoto. Alors, je te parlerai très volontiers, je vous parlerai avec grand plaisir de tout le travail que nous faisons chez Papoto. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps peut-être de revenir un petit peu sur les données que nous avons aujourd'hui à notre connaissance, les données scientifiques qui nous éclairent sur les liens entre ces fragilités psychosociales, les pratiques parentales et le développement de l'enfant. Parce que toutes ces données-là, c'est celles qui sont à l'origine de la création de Papoto. Donc juste pour que le sujet soit vraiment posé et soit très clair pour tout le monde, rappelez qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'éléments de connaissances qui nous viennent des recherches dans des champs très divers, que ce soit la psychologie du développement, les sciences cognitives, la santé publique, les sciences sociales, les sciences de l'éducation. On a vraiment un regard très pluridisciplinaire sur ces données. Et qu'est-ce qu'on sait déjà en premier lieu, des choses que la Croix-Rouge connaisse extrêmement bien. Déjà, c'est que les inégalités surviennent extrêmement tôt dans la vie d'un individu. C'est-à-dire qu'on observe des variations de développement très précoces chez les enfants. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'on voit apparaître des variations qui deviennent très vite des inégalités de développement chez les enfants selon leur milieu familial et selon le statut socio-économique de ce milieu. C'est ce qui fait dire, par exemple, à la Early Intervention Foundation, qui est ce qu'on appelle un What Work Center anglais. C'est-à-dire un What Work Center, c'est un organisme anglais qui est chargé de recenser toutes les données scientifiques sur des problématiques et ensuite d'évaluer les interventions qui sont proposées. Et donc la Early Intervention Foundation, elle est spécialisée sur les interventions précoces. Et ce qu'elle note, par exemple, c'est que le fait de naître dans une famille pauvre est un des premiers facteurs de risque pour un enfant d'être confronté à l'échec scolaire. Donc ça, déjà, c'est une donnée posée. Ce n'est pas une vision déterministe, c'est une vision probabiliste. Ce qu'on sait aussi avec, par exemple, les cohortes longitudinales, c'est le fait d'étudier le développement d'individus
depuis leur naissance et le plus longtemps possible. Donc on a plusieurs cohortes désormais en France, la cohorte ELF, Eden, Épipage, etc. Et on a dans le monde une cohorte qui est très ancienne parce qu'elle doit avoir aujourd'hui 47 ou 48 ans. Quand je dis elle, ce sont 1000 individus qui sont suivis depuis leur naissance et qui aujourd'hui ont 47 ou 48 ans. C'est la cohorte d'Unedin qui est une cohorte néo-zélandaise. Et on a un couple de chercheurs, Caspi et Moffitt, qui travaillent sur les données de cette cohorte depuis une vingtaine d'années. Et ce sont vraiment des travaux absolument passionnants et à mon sens fondamentaux pour comprendre justement les liens de cause à effet entre ces fragilités psychosociales et le devenir d'un individu, puisque ce qui les a interpellés dans leurs travaux, c'est qu'ils ont observé qu'il y avait 1/5 de la population de leur cohorte qui en fait cumulait les difficultés sociales. 1/5 de leur cohorte qui étaient les gens les plus impliqués dans des crimes et délits, qui étaient les gens qui étaient aux minima sociaux, qui souffraient le plus d'addiction, là où on avait les pères qui étaient le plus en retrait dans l'éducation de leurs enfants, etc. Et quand ils sont remontés dans la vie de ce sous-groupe, de ce 1/5 de la population, ils se sont rendus compte qu'à 3 ans, en fait, ce groupe-là connaissait déjà des difficultés, avait déjà des retards de développement langagier, des troubles cognitifs, des troubles du comportement, des difficultés de régulation des émotions. Et ce sous-groupe était aussi celui qui grandissait dans les familles les plus pauvres et les plus maltraitantes. Donc là, ils ont identifié des facteurs de risque. Ensuite, on sait quoi avec les données de la recherche? On sait que la petite enfance, c'est une période extrêmement sensible. Ça veut dire quoi? C'est que c'est une fenêtre de tir optimale, hein, avec notamment l'immaturité cérébrale. C'est le moment où le cerveau est le plus prêt, adapté pour apprendre. Et c'est le moment où ça demande le moins d'efforts pour apprendre des choses. Donc c'est le moment où l'enfant va se saisir de toutes les stimulations pour se développer. Donc c'est vraiment une fenêtre de tir optimale, mais c'est aussi à double tranchant, puisque c'est aussi le moment dans la vie d'un individu où les difficultés que cet individu va rencontrer vont avoir le plus d'impact sur son développement. Donc on voit que c'est à double tranchant. Ça, c'est une chose. La troisième chose, c'est qu'on sait aujourd'hui de façon très claire à quel point les interactions précoces parents-enfants ont un impact majeur et un impact sur le long terme pour le développement des enfants. Ça, on le sait. Alors, on a eu plusieurs théoriciens qui l'ont pensé. Vygotsky, qui a montré à quel point le développement de l'intelligence était très lié aux interactions sociales. On a le modèle écologique de Bronfenbrenner qui montre aussi à quel point les différents systèmes autour de l'enfant, et notamment son système familial, vont avoir un impact sur son développement. Et puis on a évidemment la théorie de l'attachement. N'est-ce pas, Thierry? La théorie de l'attachement. Alors moi, je ne suis pas une attachmentiste, je ne suis pas une spécialiste de la théorie de l'attachement, mais je travaille avec cette théorie. C'est quoi la théorie de l'attachement? C'est le fait que c'est l'enfant qui développe un lien d'attachement depuis la naissance, et que ce lien d'attachement, comme l'explique très bien quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Anne Reynaud-Postel, qui a fondé l'Institut de la parentalité à Bordeaux, finalement, c'est un petit peu ce qui va constituer sa feuille de route, qui va le guider dans le reste de son existence, dans sa façon d'entrer en relation avec les autres, dans sa façon de s'adapter à son environnement et de répondre aux événements de vie qu'il va rencontrer. Et donc cet attachement que l'enfant met en place quand il est tout petit, il va se mettre en place de façon plus ou moins sécurisée en fonction de la réponse qu'il va obtenir de son caregiver, c'est-à-dire de son donneur de soins, et en premier lieu, ses parents. Et donc on a là, d'un côté, le système d'attachement de l'enfant, de l'autre côté, le système du caregiving qui vient des parents, c'est-à-dire la réponse donnée par les parents. Et ça se met en place très tôt dans la vie de l'enfant. Et en fait, on se rend compte que la qualité de ce lien-là, la qualité de cet attachement-là, finalement, va être assez prédictive du développement ensuite affectif de l'enfant et aussi de son développement cognitif. Donc on sait à quel point tout ça, c'est très important. On a eu aussi un éclairage très récent sur l'importance de ces interactions précoces avec le livre du sociologue Bernard Lahire, qui a publié un ouvrage collectif en 2019, Enfance de classe, qui est un livre absolument passionnant. Alors c'est une somme, ça fait plus de 1200 pages. Voilà, mais c'est vraiment très riche. C'est pluridisciplinaire, donc je ne sais plus, je crois qu'il y a une trentaine d'experts, de chercheurs qui ont participé à cet ouvrage. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont étudié en fait un groupe d'enfants de 5 ans, de milieux socio-économiques très très différents. Et ils ont constaté à quel point le développement de ces enfants était déjà extrêmement différent selon leur milieu social. Et je vous cite une phrase de Bernard Lahire qui, je trouve, ancre bien notre sujet. Bernard Lahire explique le fait que la socialisation familiale soit à la fois
précoce, intense, durable et pendant un temps au moins, sans concurrence ni comparaison, explique donc l'étendue et la force de son influence sur les comportements ultérieurs. La famille, par l'intermédiaire de laquelle chaque individu découvre sa société et apprend à y trouver sa place, est l'espace premier qui tend à fixer les limites du possible et du désirable. Je trouve qu'il y a énormément de choses dans cette phrase. Tu n'oublies pas d'être le gardien du temps, hein, n'est-ce pas, Thierry? Parce que sinon, moi, je vais dérouler pendant longtemps. Ce que l'on sait aussi, à partir de toutes ces données, c'est qu'on a, et ça tu l'as posé dans ton propos introductif, c'est qu'on a chez les familles vulnérables sur un plan psychosocial, c'est-à-dire chez les familles qui connaissent une grande précarité économique, mais pas que, parce que souvent c'est une question d'accumulation. Et donc, précarité économique, faible niveau d'instruction scolaire, notamment chez la mère, troubles psychiques, le statut migratoire aussi qu'il faut prendre en compte, isolement social, tout ça souvent vient se cumuler, c'est ça qu'on appelle la vulnérabilité psychosociale. Et bien on sait que chez ces parents, il y a davantage de risques, et tu l'avais expliqué, de développer des pratiques parentales moins ajustées au développement de l'enfant. On a des interrogations par rapport à ça. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Tu as évoqué des pistes. On sait que chez les mères en situation de précarité, effectivement, on a plus de stress. Plus de stress lié aux conditions de vie, lié aussi très certainement à d'anciens traumatismes aussi vécus dans l'enfance, hein, parce qu'on a une espèce de reproduction aussi intergénérationnelle. Ce qu'on sait aussi, et ça c'est vraiment intéressant à mon sens, et c'est Nicole Guédnet qui l'explique très bien, Nicole Guédnet qui est la personne avec son époux Antoine Guédnet, ce sont ceux qui ont vraiment popularisé la théorie de l'attachement en France. Nicole Guédnet explique très bien à quel point on va avoir davantage de troubles de l'attachement dans les familles précaires. Hein, c'est-à-dire à la fois chez les enfants, mais parce que les mères, elles aussi, ont pu connaître des difficultés d'attachement dans l'enfance. Et on a eu des chiffres, qui je crois étaient les chiffres d'une étude toujours de la Early Intervention Foundation, qui montrent qu'on va avoir à peu près en moyenne 15% d'attachement désorganisé dans les classes moyennes. On va monter à 25-35% d'attachement désorganisé dans les milieux très populaires. Et puis on va encore monter quand on regarde la population des mères toxicomanes ou qui souffrent d'alcoolisme. Et alors on monte encore d'un cran quand on prend les familles chez lesquelles il y a une suspicion de maltraitance. Donc là, on voit déjà qu'on a ces troubles d'attachement. Et ce que dit Nicole Guédnet, donc là c'est une citation, « On trouve des histoires infantiles très dures chez les mères précaires, avec un risque accru de bébés plus difficiles et aux besoins extraordinaires. C'est pourquoi, en matière d'attachement et de caregiving, les cartes sont pipées par la précarité. » Et ça, il faut vraiment toujours l'avoir en tête quand on travaille avec des familles vulnérables. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'on a une moins bonne connaissance du développement de l'enfant chez les familles les plus précaires. En tout cas, on a une vision beaucoup plus naturalisante du développement de l'enfant, hein, où finalement, si on nourrit un enfant, s'il dort bien, s'il est bien habillé, ça va suffire, il va bien se développer. Où on a une moins bonne compréhension justement du rôle des interactions parents-enfants et de comment se développe le langage, par exemple. Et puis, on sait qu'on a aussi de la transmission intergénérationnelle de pratiques parentales, il y a une culture parentale, et ça se sent notamment sur la question des violences éducatives. Hein, où là, on va bien comprendre que pour certaines familles, les violences éducatives ne sont pas perçues en tant que telles. Hein, c'est un système éducatif. Et donc, il va falloir travailler justement sur cette transmission. Alors, quand on a dit tout ça, on peut se dire waouh, hein, la charge est lourde, mais que fait-on? Alors, il faut encore une fois avoir en tête qu'on parle de cumul de difficultés. Et je ferai référence à une étude très récente de l'INED menée par Lydia Panico, qui est une chercheuse démographe qui vraiment produit des travaux absolument passionnants. Et l'INED a essayé de comprendre un petit peu plus ce qui se cachait derrière le terme de pauvreté quand on parlait de la pauvreté des enfants. Et donc, ils ont différencié, toujours du point de vue de la pauvreté vécue par les enfants, la pauvreté des revenus, en termes de revenus, la pauvreté en termes de conditions de vie, c'est-à-dire quel est le type de logement de la famille? Est-ce que la famille peut ou non payer ses factures avec retard? Est-ce que la famille part en vacances? Quel est l'équipement de la famille? Et puis la pauvreté
parentale, c'est-à-dire, alors là on a étudié les pratiques parentales. Est-ce qu'on raconte une histoire à l'enfant? Est-ce qu'on lui fait des câlins? Est-ce qu'on lui parle? Est-ce qu'on lui chante des chansons, etc. Et en faisant cette étude, les chercheurs se sont rendus compte qu'on n'avait pas forcément une superposition de la pauvreté en termes de revenus et de la pauvreté parentale, par exemple. Que ce qui va être très important, c'est que même en situation de pauvreté monétaire, certains parents sont capables d'allouer la quasi-totalité de leurs ressources à leurs enfants et que du coup, l'impact sur les enfants est bien moindre. D'accord ? Et je cite un des éléments intéressants, à mon avis, dans cette étude, c'est le fait qu'un des facteurs de risque pour les enfants, c'est la fratrie, c'est le fait d'avoir des grandes fratries. Et que ça peut être un facteur de risque pour les petits derniers. D'accord ? Parce que là, on sait que les mères sont moins disponibles psychiquement, elles sont plus fatiguées et qu'elles vont moins donner d'attention aux petits derniers. Donc là, il y a des pistes de réflexion aussi intéressantes. Alors, les sources d'espoir. D'abord, il ne faut jamais oublier que les individus ont quand même des capacités de résilience. Sauf que là aussi, on n'est pas égaux face à nos capacités de résilience. Ça, c'est quand même quelque chose aussi de très génétique. On a des gens qui sont plus ou moins résilients. D'accord ? Mais on peut quand même s'appuyer sur cette résilience, c'est-à-dire sur le fait que les enfants qui vivent dans des situations très compliquées vont quand même rencontrer sur leur chemin des individus de tout type. Ça peut être des personnels de crèche, les personnels des crèches de la Croix-Rouge, ou des espaces parents-bébés, ou des relais parentaux, puisque vous êtes très précurseurs sur ce sujet, ou des enseignants, etc. Donc, il ne faut pas oublier ça. C'est que c'est pas... encore une fois, ce n'est pas une vision déterministe. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas définitif. Par exemple, quand on parle des troubles de l'attachement, ce n'est pas irréversible. Donc, on est vraiment sur la question des facteurs de risque, des probabilités et de ce qu'on peut faire, justement, pour modifier les choses, pour changer les cartes, pour changer la donne. Et c'est là qu'on se rend compte, en regardant la littérature, que finalement, il existe des interventions précoces auprès des parents qui fonctionnent, pour lesquelles on a un bon niveau de preuve. Alors, il y a quelqu'un qui a bien conceptualisé ça et qui l'a conceptualisé sur le plan monétaire. Du coup, là, ça devient intéressant pour aller convaincre le politique. C'est James Heckman, qui est un économiste et qui a obtenu le prix Nobel d'économie en 2000 avec cette idée que finalement, l'investissement social précoce en petite enfance permettait d'avoir un retour sur investissement massif. Quand on met de l'argent sur des modes d'accueil de qualité, sur un accompagnement intensif et de qualité de ces familles-là, 20 ans plus tard, ces familles sont moins en butte aux difficultés et la société s'y retrouve. C'est intéressant pour ces familles au premier chef, mais c'est intéressant aussi pour la société parce que économiquement, on va s'y retrouver. Donc ça, c'est un argument qui est important. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'ont été développés ce qu'on appelle des programmes de guidance parentale. On dit qu'ils sont evidence-based parce qu'ils ont été évalués et très évalués et donc on a des retours de ces évaluations qui nous montrent que ces programmes mis en place, qui vont en général reposer à la fois sur un accueil des enfants dans des modes d'accueil de qualité, mais aussi avec un accompagnement des parents, soit un accompagnement en collectif avec des ateliers, soit un accompagnement au domicile, c'est-à-dire des visites à domicile. En tout cas, quand on met en place ces systèmes-là, de façon précoce, on obtient des résultats. Qu'est-ce que ça veut dire obtenir des résultats ? C'est qu'on change la destinée des enfants. C'est-à-dire quand on va comparer, on prend des enfants de même milieu socio-économique et on fait deux groupes, un groupe contrôle et un groupe intervention, et on voit que le groupe intervention obtient un meilleur développement sur le plan social, affectif, émotionnel, cognitif, que les enfants du groupe contrôle. Donc c'est intéressant. Les principes de ces programmes, c'est vraiment qu'on a la possibilité de changer la destinée de ces enfants, que plus on intervient tôt et plus on a des résultats. Cela dit, et j'insiste, on a aussi des données qui montrent que quand on intervient un peu plus tard, avec des enfants un peu plus grands, on a aussi des résultats. Donc, jamais trop tôt pour bien faire, jamais trop tard. Ça, c'est important. Il y a l'idée aussi que, finalement, plus les familles auprès desquelles on intervient sont vulnérables, et plus les effets sont grands. Donc c'est intéressant. Ça veut dire que plus on va cibler vraiment sur des gens très fragilisés, très malmenés par la vie, et plus on va avoir des effets. Et puis ensuite, ces programmes se décomposent souvent en sessions assez intensives sur le long terme, 6 mois, 1 an.
d'accord ? Et on va suivre ensuite les enfants sur la durée pour voir comment ils se développent. Quelque chose de très important, c'est très bien d'accompagner les enfants en crèche, par exemple, de permettre à ces familles d'accéder au mode d'accueil. Moi, à titre personnel, je pense que c'est absolument fondamental parce qu'on a des données là-dessus. Simplement, ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant parce que, souvenez-vous de ce que j'expliquais au début de mon intervention, c'est qu'on sait à quel point les interactions parents-enfants sont importantes pour le développement de l'enfant. Les parents restent les premiers éducateurs. On connaît l'impact des primes socialisation. Donc, il va quand même falloir travailler au premier plan avec les parents. C'est Georges Tarabulsi, qui est un psychologue québécois, qui travaille vraiment essentiellement avec des familles très fragiles, très carencées, qui explique vraiment bien ça, qui dit que si on veut avoir un réel impact, si on veut agir, il faut travailler avec les parents qui sont les premiers éducateurs et qui sont les premiers compensateurs de l'adversité par rapport à leurs enfants. Donc ça va vraiment être important d'en faire des co-acteurs des interventions. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, nous, c'est en ayant en tête toute cette littérature qu'on a décidé de... Quand je dis « on », c'est mon CA, donc c'est ma présidente, Nadège Sévrac, qui est une sociologue spécialiste des violences intrafamiliales et de la protection de l'enfance. Et c'est ma cofondatrice, Faustine Pratt, qui est psychologue. On avait toutes ces données de la littérature. On savait qu'on pouvait avoir un impact en intervenant auprès des parents. Et donc, on a commencé à réfléchir à cette idée, alors surtout de comment on pouvait finalement transmettre les données de la littérature sur le développement de l'enfant, toutes ces connaissances, tout ce savoir si puissant aux premiers concernés, c'est-à-dire les parents. Et c'est vraiment cette idée-là que l'on trouve à l'origine de Papoteau, c'est rendre accessible cette littérature à ces parents qui y ont moins accès que les autres. Parce que difficulté de lecture, parce que moins le réflexe d'aller regarder sur Internet, de poser les questions aux pédiatres. On sait que quand on met en place des dispositifs à destination des parents, les premiers à s'en saisir ne sont pas les parents les plus fragiles. Ce sont les parents déjà bien étayés, outillés, sensibilisés, et que les parents les plus fragiles, il faut vraiment aller les chercher. Donc comment on amène ces informations-là, puisqu'on sait que quand on a ces informations en tête, on est plus capable de mettre en place des pratiques parentales ajustées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, effectivement, comme tu le disais dans ton propos d'introduction, d'essayer soi-même, en tant que parent, de manifester des émotions un peu plus positives. C'est dans la façon qu'on a de s'adresser à ses enfants, d'avoir des vraies conversations avec eux. Ça va être la question de la régulation du temps d'écran. Enfin, voilà, de la façon dont on va laisser l'enfant jouer ou la façon dont on va jouer avec lui, etc. Quand on a en tête comment se développe un enfant, on est plus en capacité de mettre en place des pratiques qui vont être ajustées à ce développement. Et donc, c'était ça notre objectif, notre ambition chez Papoteau. Et donc, on a un petit peu regardé comment fonctionnaient les programmes qui avaient des données, parce que l'idée, c'était pas de réinventer le fil à couper le beurre, de faire nous à nouveau d'inventer quelque chose dans notre coin, c'était de s'appuyer sur ce qui existait déjà, sur ce qui fonctionnait et sur ce qui avait déjà des résultats. Et donc, on a repris un petit peu les ingrédients qu'on allait retrouver dans les programmes, c'est-à-dire le travail sur la sensibilité parentale. La sensibilité parentale, c'est la capacité du parent à répondre aux besoins exprimés par l'enfant dans un délai raisonnable, de façon adaptée, de façon cohérente et constante. On va travailler sur la mentalisation du parent, c'est-à-dire la capacité du parent à se mettre à la place de son enfant et de ne pas faire d'adultomorphisme, c'est-à-dire de prêter à l'enfant des intentions qu'il ne peut pas avoir. Et puis, de raconter aux parents qu'est-ce que c'est que le développement du langage chez l'enfant, qu'est-ce que c'est que les émotions chez l'enfant, qu'est-ce que c'est que l'attachement, qu'est-ce que c'est que le besoin de sécurité de l'enfant, qui a été posé comme un méta-besoin par une conférence de consensus récente. Et donc, on est parti de cette idée-là, d'essayer de transmettre ça à ces familles les plus fragiles et les plus éloignées de ces informations. Donc, on a réfléchi et on s'est dit que peut-être la façon la plus adaptée, la plus efficace, ce serait de fonctionner avec le support vidéo. Parce qu'avec la vidéo, on allait pouvoir filmer des interactions parents-enfants et on connaît la force de l'image.
la force de l'image et ce qu'elle peut nous apporter en termes de modélisation des comportements. C'est-à-dire tout à coup, on voit à l'image des gens faire et ça nous donne des idées. Ah tiens, moi peut-être je pourrais faire comme ça aussi. Et puis évidemment, on sait à quel point pour les populations vulnérables, il peut y avoir des difficultés avec la langue, avec l'écrit. Donc pour nous, la vidéo permettait de contourner cet obstacle. Tout à coup, on s'affranchissait de l'écrit, on allait travailler qu'avec l'image et cerise sur le gâteau, on pouvait en plus doubler nos vidéos en plusieurs langues. Donc on a aujourd'hui des vidéos papoteaux en 6 langues. Arabe, tamoul, mandarin, turc, bambara, anglais. Je le précise, tout est en accès libre et sur le site de Papoto et sur la chaîne, la chaîne YouTube de Papoto et sur le site de la Croix-Rouge. Hein. C'est aussi, les vidéos sont aussi diffusées en partenariat avec la Croix-Rouge. Et ce que nous avons... alors, je ne sais pas, du coup, est-ce que ça vous semble possible ou pas de diffuser une des petites vidéos donc, je vous propose de regarder. Donc, vous allez voir, c'est très court. Hein, c'est une vidéo qui dure un peu plus de 2 minutes. C'est notre vidéo numéro 2 qui explique aux parents l'importance des expériences vécues précocement par le jeune enfant. Lorsque le bébé naît, son cerveau n'est pas terminé. Il va continuer à évoluer pendant de nombreuses années. Les connexions entre les neurones, c'est-à-dire les branchements, vont se multiplier. Plus les branchements seront nombreux dans le cerveau, plus celui-ci fonctionnera correctement. Comme dans un réseau électrique. Plus il y aura de branchements électriques dans la maison, plus elle sera éclairée. Ces connexions vont se mettre en place et se renforcer selon ce que l'enfant voit, entend, ressent. Si l'enfant entend beaucoup de langage, les branchements seront nombreux dans la zone du cerveau réservée au langage. C'est chez les tout petits enfants que la croissance du cerveau est la plus forte. Après, le cerveau continue d'évoluer, mais moins fort et moins vite. Si un enfant vit avec des adultes qui prennent soin de lui, le regardent, lui sourient, lui parlent, son cerveau va enregistrer ces belles expériences et les branchements vont se renforcer dans des zones utiles pour son développement. Au contraire, chez un enfant qui vit des situations tristes, avec des adultes qui s'occupent peu de lui et ne répondent pas à ses besoins ou à ses questions, le cerveau aura moins de branchements et ce sont des connexions moins intéressantes pour son développement qui vont se renforcer. On peut rallumer les lumières plus tard, dans les zones utiles, mais cela demande du travail. Lorsque les lumières ont été allumées très tôt dans le cerveau de l'enfant, et au bon endroit, grâce à toutes les petites expériences positives de tous les jours, tout est plus simple ensuite pour lui, à l'école et dans la vie. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui, vous l'avez compris, nos outils sont en accès libre. On a fait les 10 vidéos qui balayent 10 sujets du développement de l'enfant. Je le précise, sujets sur lesquels on sait qu'il existe un gradient socio-économique. C'est-à-dire on sait que sur chacun de nos sujets, on peut avoir un différentiel de développement des enfants selon le statut socio-économique de leur famille. Je vérifie juste que quand je parle, là, il y a du son. Formidable. Donc, 10 sujets et vous verrez pour les professionnels, les acteurs de terrain, sur notre site internet, vous trouverez pour chaque vidéo une petite fiche de guidance d'animation. Ce qui permet aux professionnels qui veulent utiliser nos vidéos pour travailler avec les familles, parce que pour nous, la médiation des acteurs de terrain et des professionnels de la petite enfance ou de la parentalité est absolument indispensable pour travailler avec les familles fragiles. On vous propose des petites fiches pour conduire soit un atelier collectif, soit un entretien individuel avec les familles, pour faire des pauses pendant la vidéo, relancer la discussion, poser des questions, proposer un jeu de rôle. Voilà, donc il y a 10 petites fiches d'animation. Et nous, ce que nous faisons chez Papoto depuis début 2020, c'est que nous animons des ateliers avec les parents, avec à chaque fois une structure partenaire sur le terrain, qui peut être
un centre social, une maison de quartier, un relais parental, un centre d'hébergement d'urgence. Nous travaillons beaucoup avec les familles migrantes primo-arrivantes, qui sont extrêmement réceptives à ce qu'on peut leur proposer. C'est vraiment un public très agréable, très, très gratifiant pour les intervenants. Voilà, donc nous développons des ateliers de guidance parentale avec l'idée ensuite, dans notre développement ultérieur, de former de plus en plus directement les professionnels sur le terrain, parce que l'idée, c'est que vraiment ce soit les acteurs de terrain qui se saisissent de nos outils et qui les utilisent en autonomie. Donc pour ça, on va vraiment proposer de plus en plus de formations. Et puis je dirais que dans les années à venir, on aimerait bien que Papoto se développe aussi, soyons fous, à l'international, puisqu'on a déjà des sollicitations de pays comme le Togo ou les Canaries ou la République démocratique du Congo. Donc voilà, un jour, je me dis qu'il y aura du Papoto aussi en dehors de nos frontières et j'en suis extrêmement fière. Merci de votre invitation. C'est toujours un grand plaisir pour moi de parler de ce que nous faisons. Et voilà, je suis extrêmement bavarde, je suis désolée. Non, merci. Alors, c'est moi pareil, est-ce qu'on m'entend du coup? Oui, merci Gaëlle. Déjà, merci pour tout ce que tu nous proposes dans Papoto et puis aussi pour nous avoir permis à la fois, j'allais dire, cette revue de littérature. En tout cas, ces éléments importants sur lesquels il me paraît, en tout cas, important d'appuyer, qui sont effectivement ce que tu as appelé les éléments de littérature, les éléments scientifiques qui nous permettent aujourd'hui, dans ce qu'on propose, de savoir que ça va permettre en tout cas d'apporter des réponses réelles et concrètes aux parents et aux enfants. Du coup, j'ai Christiane qui se cache et qui va venir prendre sa place. On a l'impression d'un vrai studio télé. Viens avec nous, Christiane, dans le champ. Bonjour. On va essayer de parcourir aussi quelques réponses qu'on peut trouver au-delà de Papoto, ou je pourrais dire aussi articulées avec Papoto, puisque là on va parler d'espaces bébés-parents, qui sont des lieux d'accompagnement à la parentalité qui sont proposés et tenus par les bénévoles de la Croix-Rouge française. Il y en a à peu près une trentaine dans toute la France, métropole et outre-mer. Et Christiane, vous êtes à Boulogne. Donc, tout à fait. L'émission de l'EBP, accueil, écoute, orientation, finalement, on pourrait dire comme toutes les unités locales de la Croix-Rouge française. Tout à fait, pareil. De l'aide matérielle, au moins du lait des couches, mais du coup de l'aide matérielle dédiée aux jeunes enfants, en tout cas aux besoins des jeunes enfants. Et probablement, en tout cas par rapport à ce qu'on se dit aujourd'hui, j'allais dire le plus important, des ateliers d'accompagnement à la parentalité, que ce soit autour du prendre soin de soi, la question de la contraception, lire des contes, travailler sur l'estime de soi, gérer son budget, finalement, j'allais dire plein de petites choses qui permettent en tout cas de faire que les choses se passent mieux. Alors vous accueillez dans les EBP, peut-être faut-il que je le précise, des familles particulièrement pauvres. Vous travaillez avec une notion de reste à vivre. Vous nous direz peut-être justement le seuil que vous utilisez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les familles que vous accueillez, finalement, qui elles sont et qu'est-ce que vous observez? Alors, les familles, déjà, quand vous parlez du seuil du reste pour vivre, c'est 5 € par jour et par personne, ce qui est vraiment très peu. Et elles sont souvent en dessous. Donc, les familles que l'on accueille sont des familles, en général, de Boulogne, envoyées par des assistantes sociales ou par les hôpitaux, par les associations. Et donc, ce sont des familles en très grande précarité. Monoparentales, avant beaucoup, maintenant beaucoup moins, depuis la pandémie. Pourquoi? Bon, ça peut s'expliquer. Qui sont logés sur Boulogne, hébergés dans des familles ou chez des amis, des familles au 115, d'autres qui sont dans des appartements sociaux ou du parc privé, ce qui là pose un gros problème. Elles sont sans papier, pas tout le temps, mais il y en a quand même quelques-unes. Voilà, elles viennent d'un petit peu tous les continents. Du coup,
Et du coup, justement, par rapport à ces difficultés, dans les ateliers que vous faites, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui fonctionne bien? De quoi elle vous parle? Alors, les ateliers, c'est toujours un petit peu compliqué à monter parce qu'elles n'ont pas trop de notion du rendez-vous. C'est un peu le dernier qui a parlé, qui a raison. Donc, il y a toujours une bonne raison. Donc, ouais, en général, on en essaie d'en avoir 10 pour un atelier. Et puis, bon, j'en mets 12, 13. Voilà. Et ce qui marche très bien, évidemment, c'est beauté, cuisine du monde, parce que c'est une maman qui fait la cuisine avec toutes les autres mamans. Pour le reste, c'est un petit peu plus compliqué, mais on y arrive. Donc des fois, on met des petites carottes en disant, ben voilà, il y a un petit cadeau, un petit presse-purée quand elles font des petits pots. Pour les ateliers beauté, les copines vont chercher des échantillons. Voilà, donc c'est un petit peu. Mais bon, ça fonctionnait pas trop mal avant la Covid. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Tu voulais dire quelque chose sur la Covid? Alors, pas du tout sur la Covid, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, madame, sur la mobilisation du public pour les ateliers, puisque ça, c'est un classique Oui. quand on travaille sur le terrain avec des familles vulnérables. La notion de rendez-vous, on est tous confrontés à la même chose, c'est-à-dire effectivement faire des rappels incessants Tout le temps. pour dire et c'est à telle heure. Et je sais que sur le terrain, on a tendance, si on a un atelier à 10h30, à dire que l'atelier est à 9h30. Vous êtes d'accord? Complètement. Je rebondis aussi sur la question du petit cadeau, parce que ça, c'est vraiment très intéressant. Et il ne faut pas le voir comme... Je sais pas, je sais que pour des gens, ça pose un peu problème. Je pense que vraiment, il faut avoir une conception très pratico-pratique des choses. L'important, c'est qu'on ait les familles, qu'elles soient là, parce que quand elles sont là, elles sont contentes d'être là. Elles participent et elles prennent vraiment. Et donc, le petit cadeau, nous, on fait ça aussi. Dans les ateliers Papoto, on remet un petit cadeau en début d'atelier aux parents pour l'enfant. Et on sait que ça vient permettre de mobiliser encore un peu plus les familles. Donc, je vous rejoins totalement sur ce que vous disiez. Tout à fait. Et c'est vrai que quand elles sont là, elles participent. Et c'est un vrai bonheur. Et après, elles sont extrêmement contentes. Vraiment. Et c'est vrai qu'on a des ateliers. Bon, en général, c'est un atelier, mais l'atelier éducation, par exemple, c'est 3-4 familles qui vont se retrouver et qui vont pouvoir, sur des sujets différents, discuter toute l'année. Et ça permet qu'elles se rencontrent et qu'elles fassent des activités en dehors. Parce que ça aussi, c'est compliqué d'avoir des familles qui sont seules, qui n'ont pas d'amis, il n'y a personne. Donc, on essaie justement qu'elles se regroupent un petit peu, qu'elles se retrouvent dans les parcs. Donc ça permet aussi ça, les ateliers. Oui, en tout cas, je trouve ce sur quoi vous insistez, c'est que, enfin, en tout cas, travailler sur l'estime de soi, parce que c'est ce qu'il y a finalement derrière les ateliers beauté, c'est important. Ça va permettre aussi de renvoyer aussi ces éléments aux enfants, de travailler sur la question de la nutrition, parce que aussi quand vous parlez pour moi, de donner le presse-purée, c'est aussi d'espérer que du coup, elle fera de la purée. Oui. Enfin, elle ou il, d'ailleurs, je pourrais dire, pour ne pas être forcément genré, d'ailleurs, qui vont faire, effectivement, en tout cas, préparer leur repas. Je pense qu'on en reparlera aussi avec Benjamin tout à l'heure, mais on sait aussi, du coup, l'important, en tout cas, de la nutrition, mais aussi de ce qu'on transmet, finalement, dans les repas, j'allais dire, au-delà de bien manger, c'est aussi... comment on peut en faire un moment qualitatif et aussi dans les interactions avec ses enfants. On sait aussi que pour certains parents, c'est aussi finalement aussi transmettre leur culture, ce qui n'est pas toujours évident dans une société dans laquelle ils ont toujours des repères un petit peu compliqués. Et peut-être autre point sur lequel je trouve vous soulignez, qui pour moi était important, c'est cette capacité, j'allais dire, d'empowerment, alors j'ai recherché le mot en français, parce que de pouvoir d'agir, merci, qui est aussi importante. On le dit finalement, en rompant l'isolement, vous leur rappelez aussi qu'ils ont en eux. C'est ce qu'on repose aussi finalement quand on travaille sur les questions de résilience. On a ces capacités, et par votre rencontre, si je suis en écho aussi avec ce que nous disait Gaëlle tout à l'heure, finalement aussi par la rencontre des bénévoles et des familles au sein de l'EBP, ça va permettre effectivement d'activer ces capacités positives. En tout cas, du coup, merci Christiane. Ça me permet de rappeler, et moi, de ma place de délégué national, de remercier tous les bénévoles de la Croix-Rouge française qui agissent dans ces EBP, de ceux qui éventuellement regarderaient, de se dire que s'ils ont envie de créer des EBP, il n'y a pas de problème, on est à leur disposition, que finalement ils entendent par l'intervention de Gaëlle qu'il y a aussi plein de façons d'aller trouver
des outils complémentaires qu'on y travaille. Donc, merci beaucoup, Christiane. Maintenant, on va essayer un petit peu, on va jouer un petit peu à la technique. Alors, on va voir si ça marche, hein, puisque on n'est pas sûr que les dieux soient vraiment avec nous aujourd'hui. Donc, on devrait d'abord commencer d'ailleurs par une vidéo. On essaye. Et nous voici tous réunis. J'ai une petite fille de 2 ans et 7 mois que j'amène à la crèche Harlequin depuis l'année dernière. Alors je l'ai amenée de manière occasionnelle dans un premier temps pour me soulager déjà à la maison et pour avoir du temps pour ma recherche d'emploi. L'accueil occasionnel est proposé aux familles de manière à être au plus près de leurs besoins pour chercher du travail, se dégager un petit peu de temps, faire ses courses, mais aussi dans des situations un peu plus d'urgence, en cas d'hospitalisation d'un des membres de la famille par exemple. Il n'y a aucun rythme établi. Certains enfants peuvent venir juste 1 heure, certains viennent 2 jours par semaine, d'autres c'est juste une demi-journée. Dans l'établissement, on accueille à peu près 150 enfants par mois. Et sur les 150, il y en a la moitié qui viennent en occasionnel. Le fait d'amener ma fille occasionnellement, ça me permet de souffler. Ça m'a permis aussi d'avoir des personnes à qui m'adresser quand je rencontrais certaines situations avec ma fille. J'en suis ravie. Du coup, on va voir si on arrive à se connecter, parce que c'est le monde dématérialisé peut être formidable, si on arrive à se connecter avec Nadine. Nadine Boismouvier, vous êtes directrice d'une crèche Croix-Rouge à Laval, avec une particularité, en tout cas, ou la particularité de votre établissement, c'est que vous accueillez de manière occasionnelle, allez, je vais dire à peu près la moitié, parce que j'ai 47%, donc on va dire à peu près la moitié des enfants. Et est-ce que du coup, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est l'accueil occasionnel, puisqu'on n'a pas forcément que des professionnels petite enfance qui nous écoutent? Donc, l'accueil occasionnel, c'est un accueil qui répond à une demande, on va dire, rapide et presque immédiate aux besoins des familles. Nous, ici, c'est un accueil qui répond aux familles essentielles du quartier. C'est un accueil, ce sont des demandes qui sont faites chaque semaine. On a mis en place une permanence téléphonique qui est très identifiée au niveau des parents. Soit les parents viennent, soit les parents le font par téléphone. Tout dépend de leur aisance à pouvoir s'exprimer au téléphone ou en direct. On essaie d'évaluer avec eux leurs besoins et on le met en lien avec leurs demandes et leurs possibilités financières également. L'accueil occasionnel, ça vient aussi compléter des créneaux, des tranches horaires qui ne sont pas utilisées par l'accueil en régulier. Ça vient compenser des absences de l'accueil en régulier. Mais nous aussi, on a fait le choix dans l'établissement d'avoir des places dédiées à cet accueil-là pour répondre à des demandes de quelques heures, des matinées, des journées entières. Voilà, donc c'est relativement accessible aux familles du quartier puisqu'on est implanté au cœur de l'habitat social. C'est facile pour eux d'accès et en général, voilà, les temps du lundi sont bien identifiés. En quoi pour vous c'est un outil justement pour favoriser l'accompagnement des familles précaires? C'est un accueil qui permet d'entrer dans l'établissement et de créer petit à petit un lien de confiance. L'accueil occasionnel, c'est souple. Il n'y a pas la contrainte d'un contrat qui lie les parents avec un fonctionnement, un processus, des règles. Là, l'accueil, c'est relativement souple. Les parents savent qu'ils peuvent annuler au dernier moment. Nous, on accepte les annulations de rendez-vous la veille ou même le matin avant 9h, ce qui nous permet de rappeler aussi des familles qui sont en attente de place. Les familles sont dans le quartier, donc voilà, même un accueil le jour pour le jour, on peut répondre à la demande si on a de la place. Elles ont juste la rue à traverser et elles sont à la crèche. Voilà. Quand on ne peut pas répondre aux besoins, on essaie de prendre du temps avec eux. C'est ça aussi l'accueil occasionnel, c'est être disponible, c'est être à l'écoute, c'est prendre du temps pour identifier leurs besoins réels. Et après, on voit si on peut répondre à la demande ou pas. Si on ne peut pas répondre à la demande,
On essaie aussi, dans nos établissements Croix-Rouge, c'est important de le dire, de faire jouer la solidarité entre familles. On essaye de voir si une famille qui n'a pas d'impératif particulier peut laisser son créneau, et dans ce cas-là, on lui propose un créneau sur un autre jour à l'identique. Mais du coup, ça permet aussi de pouvoir répondre aux parents qui ont un impératif, soit d'entretien, soit de reprise d'emploi, soit voilà. Donc, c'est important, la solidarité, c'est l'entraide, c'est toutes ces valeurs-là de partage aussi, qu'on partage nous aussi à la Croix-Rouge. Et du coup, les parents se sentent utiles aussi. Ils sont aussi ravis de pouvoir aussi aider à leur niveau une autre famille dans le besoin. Et puis voilà, c'est des petits temps, c'est créer une relation de confiance, c'est apporter un éveil à leur enfant, voilà, sur des temps parfois courts, mais ceci dit, ça reste la possibilité de pouvoir nous les accompagner, les soutenir, répondre à leurs questions aussi. Parfois, c'est des questions simples de l'alimentation, du sommeil. Mais même si l'enfant vient sur 2 heures, on est là pour être disponible et répondre à leurs attentes. Est-ce que vous pouvez nous dire combien coûte du coup une heure d'accueil en crèche justement pour une famille, je sais pas, mais monoparentale au SMIC? Allez. Alors, au multi-accueil, on pratique la prestation de service unique, qui est un mode de calcul en fonction des ressources des familles et qui est adapté aussi en fonction du nombre d'enfants. Le prix horaire pour une famille monoparentale à la crèche démarre à 40-44 centimes de l'heure pour un enfant. Voilà, il faut savoir que nous, la majorité des familles accueillies sont en dessous du seuil de 1 euro et le prix moyen payé au multi-accueil par les familles est de 63 centimes de l'heure. Voilà, pour donner un ordre d'idée. Donc voilà, ce sont des familles vraiment à faible revenu. Mais du coup, la crèche et ce mode de calcul et ce tarif est accessible justement à toutes les familles. C'est ça qui est intéressant. Du coup, pour cette nouvelle séquence, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Cavalli, qui est directeur du programme Malin, un programme à destination des parents, notamment ceux sous contrainte budgétaire, pour qu'ils donnent à leurs enfants une alimentation de qualité et adaptée à leurs besoins. Alors on disait, du coup, l'aventure a commencé pas dans ces murs, mais au sein de cette maison, au sein de la Croix-Rouge française. Donc, tu connais très bien notre association. Et puis, on continue quand même à travailler ensemble au sein d'une étude d'impact sur le programme Malin. Peut-être revenir aussi pour moi sur diverses politiques gouvernementales en ce moment qui encouragent le bien manger, et en particulier le bien manger des enfants, que ce soit dans la stratégie des 1000 premiers jours, la stratégie de lutte contre la pauvreté, et puis tu nous en parleras probablement plus, le programme national de nutrition santé. Donc pour le fonctionnement de Malin, mais je vais peut-être te laisser nous le présenter, le principe est assez simple. Vous envoyez aux familles en précarité des bons d'achat, en tout cas des facilités pour qu'elles puissent effectivement acheter un certain nombre de produits de qualité, et surtout vous les accompagnez dans des recettes équilibrées pour tous. Est-ce que tu peux du coup nous présenter un peu du coup vos premiers constats et du coup qu'est-ce que ça apporte aux familles? Bonjour Thierry, bonjour. Bonjour à tous. Tout d'abord, moi je suis ravi d'être là parce qu'effectivement, ça me rappelle des bons souvenirs et je suis ravi de partager ce moment avec les gens qui nous regardent. J'ai envie de dire, tu as presque tout dit, donc non. Donc effectivement, notre sujet, c'est l'alimentation et plus largement la nutrition des enfants en bas âge sur des publics en difficulté. Avant de présenter très concrètement le dispositif, ce qui est important, c'est de comprendre sur quel constat il s'est basé et qu'est-ce qui nous a amené à lancer le sujet. Donc le premier point, tu l'as souligné, c'est... alors nous, ça fait 10 ans qu'on travaille sur ce sujet-là, mais on est très heureux qu'effectivement, il y ait une montée en puissance autour du fameux concept des 1000 premiers jours. Et très concrètement, ces 1000 premiers jours, c'est l'importance de cette période pour construire l'ADN santé d'un enfant
avec un impact potentiel pour les années à venir. Donc, c'est pour ça que c'est une période clé. Cette période clé sur les enjeux d'alimentation et nutrition, c'est que ces sujets-là sont importants, ont un impact concret. Donc, bien manger permet effectivement d'être, en tout cas, favorise une bonne santé. Maintenant, ce qui est plus intéressant pour connecter à la thématique de la parentalité, c'est qu'on pourrait se dire oui, mais c'est un peu anxiogène pour les parents, c'est pas simple, c'est ce qui est le cas. Mais la bonne nouvelle, en fait, c'est que, et ça, c'est des sociologues qui le montrent, c'est que l'arrivée d'un enfant et le fait d'être parent fait remonter l'alimentation dans les préoccupations. Quand on est un jeune couple, on mange, voilà, certains aiment l'alimentation, y compris les populations défavorisées, mais certains, ce n'est pas leur sujet. Et là, la bonne nouvelle, c'est que l'arrivée de l'enfant va à la fois amener à réfléchir à l'alimentation de l'enfant et par ricochet sa propre alimentation. Et donc, c'est une fenêtre d'opportunité à saisir pour aller parler d'alimentation aux parents. Et donc ça, c'est vraiment des constats, c'est vraiment des points d'ancrage hyper forts de notre démarche. Et après, on peut se dire, oui, mais c'est quoi la réalité concrète des populations en difficulté? Elle est double. Déjà, premièrement, nous, on aime bien dire, c'est pas parce qu'on est en difficulté qu'on ne sait pas s'occuper de son enfant, qu'on ne sait pas faire à manger. Par contre, c'est parce qu'à un moment donné, on est en difficulté qu'on va avoir accès moins facilement à de bonnes informations. Et comme tous les parents, on est un peu perdu. Pour certains, ils sont un peu plus perdus. Voilà. Ça, c'est le premier point très concret. Voilà. Et le deuxième, il y a deux réalités différentes. C'est-à-dire, une fois qu'on a compris les enjeux de l'alimentation et de la nutrition, l'allaitement, la diversification, faut-il ajouter d'abord la carotte, ou introduire la carotte ou le petit pois, il faut acheter les produits, parce que s'alimenter, c'est aussi se procurer les produits. Et là, sur ces populations-là, pour simplifier, on a deux réalités différentes. On a la réalité qui a fondé aussi le départ, puisqu'il y a une réflexion au sein de l'aide alimentaire, avec aujourd'hui, encore une fois, l'importance de pouvoir avoir cette aide-là sur ces populations, mais aussi parfois les difficultés à récupérer les bons produits au bon moment avec le bon conseil. Et donc là, il y a tout un travail qui a été fait et par la Croix-Rouge, mais aussi par les autres associations pour continuer à améliorer, malgré les difficultés, l'offre qui est proposée à ces populations. Et puis, c'est moins connu, mais c'est une vraie réalité. Il y a beaucoup de populations en difficulté qui ne vont pas à l'aide alimentaire. Qui ne vont pas à l'aide alimentaire pour deux raisons, soit parce qu'ils ne sont pas éligibles, parce que les associations essaient de concentrer leurs forces et leurs moyens sur les plus précaires des précaires, et bien heureusement. Et il y a des gens qui ne peuvent pas pour des raisons pratiques ou parce qu'ils ne souhaitent pas, ou même ils ne se considèrent pas comme en difficulté. Et là, on a des populations qui sont situées juste en dessous du seuil de pauvreté ou juste au-dessus. Et ces gens-là, du coup, c'est la débrouille. Et la débrouille, elle se fait aussi dans des commerces et en supermarchés. Et donc là, on a la caisse du supermarché qui va être une contrainte importante puisque pour des raisons budgétaires, même si on sait que la tomate au mois d'août ça va être mieux que le produit ultra transformé, si la boîte de raviolis est moins chère, ils vont aller sur la boîte de raviolis. Pareil sur le lait, quand la maman n'allaite pas, au lieu d'acheter du lait infantile, il y a un risque de basculer trop rapidement sur le lait de vache. Et donc voilà, en complément de l'effort fourni par l'aide alimentaire, il semblait intéressant de réfléchir à comment on allait adresser des solutions adaptées à ces populations-là sans attendre que leur situation se détériore. Donc l'idée, c'est double prévention, prévention santé, parce qu'on touche les enfants le plus tôt possible et on essaye d'accompagner les parents. Et prévention aussi précarité, c'est-à-dire ne pas attendre qu'on franchisse les portes de l'aide alimentaire, la Croix-Rouge, au Resto du Cœur, et regarder avec une logique coup de pouce comment on peut accompagner les parents sur leur choix alimentaire. Et une fois qu'on a compris ça, voilà, la démarche, l'autre point clé, c'est que fort de cette démarche-là, la réflexion a émergé effectivement dans la maison et ensuite elle a pris de l'ampleur puisque à l'époque, Martin Hirsch, qui était haut-commissaire aux solidarités actives, mettait en place le RSA, a scanné le budget des familles et s'est aperçu qu'effectivement, on retrouvait un sujet sur l'alimentation, sur les laits infantiles qui pesait. Et donc, on a mis en place une alliance de partenaires avec donc, les pouvoirs publics,
des sociétés savantes de pédiatrie, on va y revenir, c'est hyper important pour nous d'avoir des messages clés basés effectivement sur le PNNS, des associations, la Croix-Rouge en premier lieu, et également des entreprises, parce qu'effectivement, ce qui était important, une des limites aussi, enfin, en tout cas, une des réflexions qu'on avait à l'époque et qui est toujours valable sur l'aide alimentaire, hein, c'est le modèle de contribution des entreprises. Hein. L'argent vient, l'effort est fourni par le grand public, par l'État, et l'idée, c'était aussi d'engager les entreprises dans l'effort et de manière un peu plus significative. Et donc, c'était aussi important d'impliquer des entreprises dès le départ. Voilà. Et donc voilà, on a créé cette alliance, on a commencé l'histoire à la Croix-Rouge et depuis 2014-2015, on a créé une association de loi de 1901 en gardant des liens avec la maison. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Et très concrètement, du coup, je vais reprendre les éléments. Hein. On s'est dit effectivement comment on peut toucher ces populations-là. Donc on a deux manières de les toucher. On a premièrement, effectivement, on a collaboré avec des CAF et aujourd'hui avec la Caisse nationale d'allocation familiale qui va envoyer des emails à l'ensemble des allocataires. Donc c'est grossesse avec situation de grossesse et enfant de 5 mois. Ce qui est hyper important, c'est qu'on envoie ce mail-là pour présenter notre démarche à l'ensemble des parents, peu importe leur niveau de revenu, parce que déjà le volet conseil peut concerner et être utile à tous les parents, et surtout notre volonté, et ça les familles nous ont fait beaucoup de retours positifs, c'était qu'on ne voulait pas un dispositif uniquement sur des populations défavorisées, avec un effet un peu stigmatisant. Ces populations-là ont besoin de sentir qu'ils sont comme monsieur et madame tout le monde. Et donc ça, c'est un vrai levier d'attractivité du programme. Et on a d'excellents de résultats sur les taux d'ouverture de l'email. Et il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, viennent voir notre site. Donc le deuxième levier, c'est hyper important, et c'est là aussi il y a tout le lien avec l'importance du réseau des structures locales, parce que souvent on nous dit vous êtes que sur du digital, on dit non, pas du tout. Notre vision, c'est qu'il faut les deux aujourd'hui, et donc là l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur un réseau de structures locales. Alors c'est maternité, PMI, crèche, association, tout type de structure touchant des parents potentiellement défavorisés. Et là, elles ont la possibilité de présenter le programme et d'inscrire les familles. Et une fois qu'on est inscrit, donc le volet conseil est accessible à tout le monde, soit par le biais de digital, site internet, newsletter, réseaux sociaux. Et avec le réseau des structures locales, on les outille pour qu'ils puissent mieux accompagner les familles. Donc on a des formations, des outils. Et après, l'offre budgétaire, concrètement, il faut que les familles soient sous contrainte budgétaire. Donc, on vérifie ça via le coefficient familial. Elles s'inscrivent sur notre site. Et là, on va leur proposer une offre sur l'alimentation infantile, donc l'alimentation dédiée aux enfants en bas âge. Donc là, on va travailler les questions d'allaitement. Hein. On va travailler également la question des laits infantiles. Donc, on ne fait pas de lait premier âge pour ne pas concurrencer l'allaitement, mais on fait du lait deuxième âge, lait troisième âge. Petit pot compote. Ce qui est hyper important, c'est que l'ensemble des produits qui sont intégrés au programme sont non seulement issus du PNNS, mais sont validés par des pédiatres. Ce n'est pas les entreprises avec lesquelles on travaille qui viennent positionner leurs produits avec une logique commerciale. C'est vraiment centré sur l'impact santé. Donc voilà, on n'a pas tout type de produits et c'est volontaire. Et le deuxième sujet qu'on travaille, qui est hyper important, on se disait tout à l'heure, entre 1 et 3 ans, ce qui se passe, c'est que, avant 1 an, les parents sont très concentrés et essayent de bien faire. Bon, ils se trompent des fois, mais au moins, ils sont concentrés. Le problème, c'est qu'après 1 an, il y a 2 choses. Ils se déconcentrent un peu, parce qu'ils prennent confiance, et puis à un moment donné, il y a le quotidien qui prend le relais. Et la deuxième chose, c'est que l'enfant vient tirer le bras du parent pour dire « moi, je veux venir à la table des grands ». Et là, le problème, c'est qu'en fonction des familles, on va retrouver une alimentation familiale pas toujours équilibrée, pas adaptée dans le sens trop de sel, trop de gras, trop de sucre. Et du coup, c'est important de travailler sur ce sujet-là. Et là, l'idée, c'est pas juste de communiquer sur le volet conseil en disant faites du fait maison adapté de qualité, c'est aussi de leur donner les moyens de pouvoir le faire. Donc, il faut leur donner envie. Il faut les aider à mieux s'équiper, hein, parce que dans la cuisine, c'est souvent, parfois, on n'a pas encore de chiffres très précis, mais on a déjà repéré que le micro-ondes fait souvent la loi. Et dans le micro-ondes, c'est plutôt des produits ultra transformés, trop gras, trop salés, trop sucrés. Et donc nous, l'idée, c'était de travailler l'équipement et travailler aussi les produits bruts, c'est-à-dire les légumes, la protéine et la bonne, les féculents, l'assiette idéale du PNNS, rendue moins chère pour inciter les gens à faire du fait maison.
Donc ça, c'est en train de se mettre en place petit à petit, ça demande beaucoup de travail. Et après, pour pouvoir acheter les produits, l'autre point hyper important à comprendre, c'est qu'on a utilisé des circuits de consommation classiques, c'est-à-dire qu'on peut aller dans n'importe quel supermarché en France, on a un système de bons de réduction identique à ceux des marques, sauf que ce sont nos bons de réduction. Et les familles peuvent aller à 50 mètres, 1 kilomètre de chez eux. L'idée, c'est de jouer. L'accessibilité, c'est le prix, mais c'est aussi l'endroit où on va le chercher. Et on a sur le petit électroménager des ventes en ligne, puisqu'on a des familles qui sont très connectées, qui sont aussi des familles qui vont sur du e-commerce. Et voilà, les produits sont livrés. Et sur certains territoires, on a même des circuits courts. L'idée, c'est de pouvoir reproduire le choix du consommateur sur des produits adaptés. Donc voilà concrètement un peu le dispositif et pour les familles. Je ne sais pas en termes de timing. J'essaie de regarder le temps. Est-ce que du coup, on a des petites questions qui arrivent de l'extérieur? Je fais de nous écoutants. Non. Ah, Gaëlle a une question, donc c'est encore mieux. Merci Thierry. C'était passionnant, parce qu'effectivement, c'est un sujet essentiel, à la fois quand on parle du développement de l'enfant et à la fois quand on parle des questions de vulnérabilité psychosociale. Est-ce que vous avez une problématique du coup sur la question de la diversification alimentaire? Parce qu'on sait aujourd'hui avec toutes les études qu'on a une fenêtre de tir sur la diversification alimentaire, notamment pour la prévention des allergies futures, etc. Est-ce que là, c'est une question qui va se poser avec les publics vulnérables? Est-ce que par exemple, soit on va diversifier trop tôt, soit on va diversifier trop tard? En tout cas, est-ce que c'est une problématique qui se pose? Oui, c'est une problématique à plusieurs niveaux. C'est un des sujets j'aime pas le terme crispation parce que c'est forcément le volet obscur et négatif. Ça peut aussi très bien se passer. Ça peut être des super moments, les premières cuillères données à son enfant. Mais oui, c'est un sujet, premier sujet et c'est pas les parents. Le premier sujet, c'est que quand on pose la question à un parent ou même à un pédiatre, quelle est la règle pour diversifier? Là, on a déjà un sujet, quoi, hein. Alors, c'est 4-6 mois, c'est 6 mois révolus. Alors, révolus, dictionnaire. Donc, c'est sûr qu'on voit que le premier sujet, on dit le PNNS, c'est un socle de référence. C'est très bien pour les gens qui ont la chance de pouvoir travailler autour de ces sujets, et c'est clair. Sauf que la diffusion du PNNS sur les professionnels et l'entourage de la famille, ça évolue déjà dans le temps en fonction des études. Et puis après, quand on dit ces 6 mois, la diffusion, ça va être la première problématique. Et ça, c'est facteur de complexité supplémentaire pour les parents. Parce que je vais à ma crèche, on me dit 4-6. Je vais chez mon pédiatre, on me dit « Ah bah non, 6 !» Et quand je vais voir ma belle-mère, on me dit « Ah bah non, moi je faisais pas comme ça. » Et là, c'est le premier sujet, quoi. Et après, effectivement, le parent, il doit gérer ça, hein. Et donc, je pense qu'effectivement, psychologiquement, il y en a qui le vivent bien et il y en a qui le vivent moins bien. Et après, sur la diversification, il y a plusieurs autres enjeux. Tout à l'heure, on parlait des enjeux de diversité culturelle. Le PNNS au Mali, je ne connais pas l'équivalent et je ne sais pas s'il y a un équivalent au Mali, mais la manière d'appréhender les règles de nutrition dans d'autres pays sont extrêmement différentes. Et ce qui est intéressant, souvent on nous dit sur la diversité culturelle, quand est-ce que vous faites des guides traduits? On dit on ne va pas tarder. Cependant, le premier sujet, c'est d'abord le sujet de fond, quoi. C'est-à-dire, on introduit par le manioc, et quand on dit le petit pois, déjà, il faut faire comprendre ce qu'est le petit pois. Et oui, autour de la diversification se passe beaucoup de choses. Et c'est pour ça que derrière, on envoie notre mail CAF. C'est là où il y a le plus gros taux d'ouverture, ce qui montre qu'à ce moment-là, les parents sont très attentifs. Bon, moi, je retiens un point aussi de ce que tu as dit et je pense qu'il me semble un élément important à rappeler, c'est à la fois digitalisation et aussi présence, contact sur le terrain. Je crois qu'on tous les acteurs, j'allais dire, on l'a rappelé. On a nos sites en ligne, ça permet aux professionnels, aux parents d'aller chercher de l'information, mais surtout, on garde bien aussi des espaces de contact avec eux pour aussi transmettre, échanger autour de cette information. Et ça, je crois qu'en tout cas,
sur une société qui réfléchit à sa digitalisation, c'est toujours important de rappeler l'importance de ces zones de contact et d'échange. Oui, et juste pour compléter, parce qu'effectivement, c'est un point essentiel, y compris dans notre démarche, nous, l'idée, c'était vraiment de se dire, on ne peut pas créer le énième dispositif à côté. Et en fait, comme il y a des acteurs de la petite enfance et des acteurs de santé qui nous écoutent, nous, aujourd'hui, et pour les parents, ces acteurs-là sont hyper importants, sont très légitimes. C'est-à-dire que quand une puéricultrice prend la parole dans une crèche, cette parole, elle compte pour un bon nombre de parents. Et l'idée, ce n'était pas de détruire ce lien-là et de se dire on fait autre chose à côté. Non, non, le digital vient servir ce lien, puisque l'idée, c'est que quand elle rentre à la maison, elle ne peut pas appeler sa puéricultrice quand elle a des questions. Et donc, c'est là où le digital a toute sa place pour avoir la recette qui va bien avec ce qu'il y a dans le frigo. Et encore une fois, c'est très complémentaire et ça ne doit absolument pas s'opposer. Hyper important. Oui, puis si je rejoins avec ce que nous a dit Gaël, qu'on puisse aussi transmettre ou donner l'information à des informations, en tout cas qui sont vérifiées par la recherche et qui ne sont pas effectivement ce que les uns et les autres on a pu acquérir dans nos différentes histoires, qui ont sûrement une valeur très intéressante, mais en tout cas dans l'information à transmettre, qu'on transmette en tout cas des informations qui sont scientifiquement validées, même si on sait tous que la science évoluera puisque justement elle approfondit ses recherches. Donc ce que l'on dit aujourd'hui sera probablement, en tout cas, différent de ce qu'on apportera demain. Mais en tout cas, de pouvoir, je pense, en tout cas, moi j'essaie de le rappeler au sein de la Croix-Rouge française, que notre devoir d'impartialité et de neutralité est justement de transmettre ces informations qui sont validées, en tout cas par de la recherche scientifique. C'est ce qui va être mon mot de conclusion pour ne pas dépasser trop longuement le temps. Je vais rappeler, ou plutôt donner l'invitation pour le prochain cycle, qui sera le 8 septembre. Oui, on fait une petite pause estivale. On a pensé que vous faire un cycle parentalité en plein mois d'août, même si je pouvais trouver ça passionnant, n'aurait pas forcément beaucoup d'écho. Donc, on se retrouve le 8 septembre à 9h30 pour parler isolement. Je crois qu'on a commencé à en parler un petit peu aujourd'hui dans les interventions qu'il y a pu avoir. Et puis, on conclura le cycle sur la question du handicap. Mais je vous donnerai la date le 8 septembre. C'est comme une bonne série. Il faut regarder chaque épisode pour avoir la suite. À très bientôt. Au revoir et merci à vous tous. Merci.